Oui, bonjour à Donc, tous. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de collaborer avec les collègues tunisiens. Je suis venu plusieurs fois dans votre pays et j'ai eu le plaisir même de faire un certain nombre d'interventions chirurgicales qui se sont très bien passées et l'accueil était absolument fantastique et j'espère vous revoir euh, dans l'avenir à l'occasion d'autres événements dans le cadre du traitement de l'ETIAS. Bon, je pense que vous pouvez passer la vidéo et en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. nous allons parler de la chirurgie percutanée. Nous allons évoquer trois aspects, la technique, l'indication et les complications. L'urétéroscopie flexible a révolutionné le traitement de lithiase urinaire, mais la NAPC s'est également modernisée au cours des dernières décennies. La NAPC traditionnelle, en fait, tous les patients étaient positionnés en position de décubitus ventral. Cette technique utilisait des néphroscopes larges de 24 à 26 charrières. Et au début de l'expérience de la NEPC, la fragmentation a été réalisée à l'aide d'ultrasons. La NEPC contemporain, en fait, ça permet d'utiliser plusieurs positions. Une grande avancée, c'était également la miniaturisation. Et actuellement, nous disposons d'une grande variété d'outils de fragmentation, y compris le laser. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire pour comprendre comment la NLPC s'est développée. Comment se fait-il que cette intervention s'est faite en position de décubitus ventral et comment se fait que cette intervention utilisait des endoscopes de grande dimension. Alors, tout a commencé en 1929. Un neurologue portugais qui s'appelle Dos Santos a inventé une nouvelle technique pour réaliser des aortographies par fonction directe de l'aorte. Et pour ça, comme vous pouvez voir sur le schéma, bien entendu, le malade devait être positionné en décubitus ventral parce que on ne peut pas ponctionner l'aorte si le patient est couché sur le dos. Donc, cette technique est devenue fortement populaire parce que ça permettait de faire le diagnostic, par exemple, des tumeurs du rein. Donc, ça consistait à ponctionner dans la région dorsale de manière oblique, en visant d'abord la colonne vertébrale et puis progressivement, en verticalisant l'aiguille, on a fini par rentrer dans l'aorte. Un jour, un neurologue américain souhaitait ponctionner l'aorte, mais il est tombé tout à fait par hasard dans les cavités rénaux qui étaient fortement dilatées. Donc ça lui a donné une idée de réaliser des néphrostomies en cas d'hydronéphrose ou de pyonéphrose. Donc c'est de là où toute la technique de la percutanée est partie. Et c'est ça qui explique qu'au début, ces interventions se réalisaient en position de décubitus ventral. En 1987, un neurologue espagnol a décrit une nouvelle position, la position dorsale, mais sa publication a vu le jour dans un journal espagnol, donc en fait personne ne s'y est intéressé. C'est resté une expérience individuelle. En 2007, Gaspari Barlucea, un autre espagnol, a inventé une nouvelle technique. Il a modifié la technique de Valdivia. En fait, cette technique consistait à installer le patient un petit peu comme on fait pour les urétéroscopies semi-rigides, c'est-à-dire la jambe du côté du calcul en extension et l'autre jambe en flexion, ce qui permet un accès antérograde au rein et en même temps un accès rétrograde transurétral aux cavités rénales. Donc tout ça, ça a permis de développer une nouvelle approche qui s'appelle Endoscopic Combined Intrarenal Surgery, qui a été promue par Scarpa et Scofone. Ce sont deux urologues italiens. Donc, cette nouvelle approche évite le recours aux ponctions multiples et aussi à la ponction du calice supérieur. Cette technique combine les avantages des deux techniques, c'est-à-dire
la chirurgie percutanée et l'accès rétrograde au rein. Alors, qu'est-ce qu'une NLPC? En fait, il y a trois étapes. La première, c'est la création d'accès. Ensuite, on fragmente le calcul pour extraire les petits fragments. Et ensuite, ben, on va drainer le rein. Les outils de fragmentation qui étaient à notre disposition au début des années 80, c'était la fragmentation à ultrasons surtout. Et puis, depuis 1991, le lithoclaste, c'est un outil de fragmentation pneumatique, et le laser depuis environ 15 ans. Alors, les premiers lithotriteurs à ultrasons, c'était des instruments assez larges, hein. Ils faisaient 10 charrières de diamètre, parce qu'en fait, ça consistait en un tuyau permettant d'aspirer le liquide en provenance des cavités rénales, ce qui permet également de refroidir la pièce à main. Le problème des ultrasons, c'est que la pièce à main chauffait, donc la solution que les Allemands ont trouvée, c'était d'utiliser une aspiration du liquide d'irrigation. Donc voilà la première génération de fragmentation à ultrasons développée par la société Storz. En fait, vous voyez ici le premier prototype du premier néphroscope. Ça date de 1977. Vous voyez qu'on est obligé d'utiliser un instrument de grand calibre, de 26 à 30 charrières, parce que déjà uniquement la sonde d'ultrason fait 10 charrières de diamètre, donc on est obligé d'avoir un, un très grand canal opérateur, en plus l'optique et la lumière. Ce qui explique que les premiers néphroscopes faisaient 26 à 30 charrières. La miniaturisation a été inventée en 1998 par Jackman, un neurologue américain. Il utilisait des cystoscopes pédiatriques et des gaines d'accès sécables vasculaires, ça s'appelle des gaines d'accès pilowés. Donc, dès que la mini percutanée a commencé à être étudiée, les urologues, en particulier Olivier Traxer, s'est intéressé de savoir si ça a un avantage sur garder le parenchyme, pour préserver le parenchyme rénal de miniaturiser. Il a expérimenté sur un modèle animal avec le cochon. Donc, en fait, il a évalué l'effet de la ponction miniaturisée ou de la ponction standard chez 6 cochons, et il a constaté qu'il n'y avait pas d'avantage à utiliser un trajet de petite taille dans le seul but de préserver le parenchyme rénal. Ensuite, ça a été également introduit en pratique clinique, et les urologues au début, ils n'étaient pas du tout enthousiastes. Ici, vous avez un article de Guido Giusti, un urologue italien qui travaille à Milan. C'est une publication qui est apparue dans European Urology. Donc lui, il n'était pas du tout content de cette méthode parce que il a trouvé que la mini-percutanée était plus longue que la percutanée standard et que le taux de succès était inférieur. Le souci, c'est qu'il a utilisé du matériel improvisé, pas du tout prévu, pas du tout dédié pour cette technique. Donc, il a utilisé un urétéroscope et une gaine d'accès vasculaire. Donc, la conclusion à cette époque, c'était que c'est totalement inutile de miniaturiser la percutanée. On est très bien en percutanée standard. Plus tard, en 2011, le Clinical Research Office of the Andrological Society a fait une étude multicentrique à l'échelle mondiale qui incluait près de 6000 patients. Et dans cette étude, ils ont constaté qu'il y avait un taux de saignement de 7,8% nécessitant une transfusion, ce qui est énorme. Mais ils ont également constaté qu'en fait, le taux de transfusion était en très forte corrélation avec le diamètre du trajet. Donc, on voit qu'il y a 12% de taux de transfusion si l'emplatz fait 30 à 34 charrières et seulement 1,1% de taux de transfusion si on miniaturise, si on utilise un emplatz de moins de 18 French charrières.
Le rôle de la miniaturisation, c'est que ça permet également de faire beaucoup plus de tubeless que la percutanée standard. Donc, vous voyez, en miniaturisant, dans cette étude de Desai, il parvient à faire 21 percutanés tubeless face à 4 interventions seulement en NLPC standard. Quelques définitions. L'NLPC standard, ce sont des emplâtres, ce sont des trajets de gros diamètre allant jusqu'à 30 charrières. On parle de chirurgie mini-percutanée si la taille de l'emplâtre est de moins de 20 charrières, de micro-percutanée. Alors là, c'est juste une aiguille de 15 gauges, ça fait 4,85 charrières. Et l'ultra mini-percutanée, l'emplâtre est de 13 charrières. Donc on va se concentrer sur la mini-percutanée qui a été inventée par un neurologue allemand, Sven Lame, et qui a été également développée par Udo Nagele, un neurologue autrichien. Donc, on va voir les étapes de l'intervention chirurgicale, donc l'installation, la ponction, la dilatation, la fragmentation, l'extraction des fragments, et puis la sortie, le drainage. Alors, l'installation, je vous ai évoqué la position de Valdivia, position supine de Valdivia modifiée à Galdacao. Galdacao, c'est un petit village en Espagne. Donc, Gaspar Ibarlucea, l'urologue espagnol, a préféré donner le nom de son hôpital au lieu de donner son propre nom. Donc là, c'est la position supine modifiée par Gaspar Ibarlucea à Galdacao. Ici, vous voyez l'installation du patient. Donc, le bras croise le thorax, la jambe du côté du calcul est en extension et la jambe contralatérale est en flexion. Nous utilisons un coussin gonflable pour surélever la région lombaire, comme vous voyez ici, de 20 degrés environ. Il faut ramener le patient au maximum au bord de la table pour éviter les collisions du néphroscope avec la table opératoire. Et un deuxième petite astuce, c'est d'utiliser un espèce d'entonnoir en nylon qui permet de récupérer le liquide d'irrigation afin d'éviter que ça tombe sur le sol du bloc opératoire. L'avantage de la position supine, c'est que en fait, il y a une seule installation. Vous pouvez voir sur ce schéma, enfin, sur cette vidéo, que en position ventrale, on est obligé d'être au moins 6 personnes pour retourner le malade. Une personne à la tête, une personne au pied, et puis 2 de chaque côté. On évite tout ça en position supine, et en plus, donc, il n'y a qu'une seule installation, il n'y a pas de deuxième badigeonnage, de deuxième mise en place des champs opératoires. Et en plus, 2 chirurgiens peuvent travailler en tandem et peuvent partager les différentes tâches. C'est-à-dire que l'un des chirurgiens va faire la cystoscopie, la montée de son latéral et la pyrographie, pendant que l'autre utilise son échographe pour identifier le rein, pour décider du site de ponction et de réaliser la ponction et la dilatation. Donc, c'est une installation qui va nécessiter beaucoup moins de temps qu'en position de décubitus ventral. La ponction, de préférence, on réalise systématiquement les ponctions sous échographie. Vous voyez, la méthode, en fait, on peut utiliser un viseur ou alors on peut faire aussi en freehand. C'est une question de préférence personnelle. Donc, l'idée, c'est de mettre la sonde d'échographe parallèle à la 12e côte, juste en dessous de la 12e côte. On peut également fonctionner le calice supérieur, mais dans ce cas-là, il faut retourner l'échographe de 180 degrés et il faut également penser à ce moment-là de retourner l'image de l'échographe également, donc faire droite-gauche. La ponction sous radio, en position de décubitus dorsal, comment on peut réaliser. Ici, vous avez une petite animation. Donc là, le patient est en position supine.
modifié par Gaspard Ribarlutrea. Donc, on prend comme repère des ciseaux ou un clan qu'on va positionner sur l'abdomen du patient. Et ensuite, dans la ligne axillaire postérieure, on va ponctionner le rein en direction de notre calice cible. Donc, à ce stade, puisque la radio, l'amplificateur d'image, va produire une image de projection, on perd la troisième dimension, on perd la dimension de la profondeur. Donc, à ce stade, on sait que l'aiguille est dans la projection du calice. Est-ce qu'on est dedans ou pas? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, s'il n'y a pas d'urine qui revient par l'aiguille de ponction, eh bien, on va incliner l'arceau de 30 degrés. Là, en l'occurrence, l'aiguille est en dessous du calice cible. Donc, en inclinant l'arceau, eh bien, l'aiguille va se déplacer, ainsi que la pince qu'on a positionnée sur la paroi abdominale. Donc, en fait, la pince s'est déplacée vers le bas. On sait que la pince est devant, antérieure par rapport au rein. Donc, forcément, si l'aiguille se déplace dans l'autre direction, c'est qu'il est postérieur par rapport au calice cible. Donc, voilà comment on peut ponctionner le rein. Au bout de 2, 3 essais, en général, on réussit même si le calice est très étroit. Donc là, on va rectifier notre tir, on retire l'aiguille, on va le baisser pour viser un petit peu plus haut. Et là, on est dans les cavités. On peut également ponctionner sous contrôle urétéroscopique. Ici, vous voyez une ponction, donc on utilise l'échographe et en même temps l'endovision. Donc, on va pousser l'aiguille. On voit sur l'image d'échographie comment arrive l'aiguille dans les cavités. Et on voit sur l'image de droite l'image de l'urétéroscope flexible qu'on a préalablement introduit, comment l'aiguille arrive au niveau du papille rénal. La dilatation, en chirurgie mini-percutanée, on fait une dilatation qu'on appelle dilatation one-shot, c'est-à-dire en un seul coup. On utilise un bouger métallique. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que on n'utilise pas de matériel jetable. Tout est réutilisable, ça passe à l'autoclave. Donc on peut l'utiliser autant qu'on veut, des centaines de fois sans problème. Et là, à droite, vous voyez l'introduction de l'emplate. La fragmentation, en mini-percutanée, on va préférer le laser. Alors, en ce qui concerne le laser, les paramètres de fragmentation n'étaient pas très bien définis au début. C'est une questionnaire que j'ai envoyé il y a quelques années à la ULIS, la section de l'ITIAS de l'Association européenne d'urologie. On a obtenu 33 réponses, donc vous voyez que les paramètres de réglage du laser, c'est-à-dire la fréquence et l'énergie, sont très, très variables. Et alors, est-ce qu'il faut utiliser une petite fibre? Ben, certainement pas, parce que les petites fibres tremblent, sont instables et en plus, on n'arrive pas à mettre beaucoup d'énergie dans les petites fibres. Donc, on va utiliser des fibres qui sont de plus grand diamètre. En général, quand on parle de laser, quand on parle du réglage du laser, on parle de 3 paramètres, l'énergie, la fréquence et la durée du pulse. Ce qu'on oublie, c'est de parler de densité d'énergie, ce qui se définit par l'énergie par unité de surface. Alors, si on passe d'une petite fibre de 200 micromètres à une fibre de 550 micromètres, vous savez, la surface d'un cercle, c'est le rayon au carré multiplié par pi. Donc, la surface est multipliée par 5,33 si on passe de 200 micromètres à 500 micromètres de diamètre. Autrement dit, pour avoir la même densité d'énergie au bout de la fibre, avec une grosse fibre qu'avec la petite, eh ben, il faut multiplier l'énergie en joules par 5,33. Donc, quand on utilise 0,3 joules sur une petite fibre de 200 micromètres, c'est l'équivalent de 1,6 joules sur une fibre de 550 micromètres. Vous voyez ici un exemple
de chirurgie percutanée miniaturisée. Là, on utilise une fibre de 550 et le niveau d'énergie est très élevé, le niveau de puissance. Voici comment retirer les fragments. Je vais revenir là-dessus. En fait, ce schéma montre également que la chirurgie percutanée miniaturisée n'est pas réservée aux petits calculs. Vous voyez qu'on utilise ici une énergie de 1,5 joules avec une fréquence de 60 Hz. On arrive à 90 watts. Donc, cette méthode permet également de retirer des calculs extrêmement volumineux. La rétropulsion, ce n'est pas un problème en chirurgie percutanée parce qu'il suffit de bloquer le calcul avec l'emplate sur la paroi opposée du bassinet, ce qui stabilise totalement le calcul. Ici à gauche, vous avez l'image d'un urétéroscope flexible qu'on a introduit. Ici, vous voyez l'emplate et le calcul est complètement bloqué, il ne peut pas nous échapper et on peut tirer sur le calcul avec des énergies très élevées. L'extraction des fragments, ben, c'est le principe de... Vous voyez ici à gauche comment ça fonctionne en réel et à droite, vous avez l'explication, c'est l'effet Venturi. Quand sur un tuyau, vous avez un rétrécissement, vous injectez du liquide à débit constant, eh bien, le liquide va forcément s'accélérer au niveau du rétrécissement, mais ça ne peut se faire que si la pression à ce niveau baisse. Et c'est exactement ce qui se passe en chirurgie mini-percutanée, parce que le liquide d'irrigation qu'on injecte va faire demi-tour et ça va s'accélérer autour du néphroscope puisque le, le néphroscope réduit le passage. Donc le liquide s'accélère et donc forcément vous avez une gradient de pression. La pression intrarénale sera supérieure à la pression à l'extérieur, donc ça va attirer le calcul comme un aimant. Il existe également maintenant des emplates avec aspiration, ça c'est les Chinois qui l'ont développé. Donc c'est très utile en chirurgie percutanée miniaturisée. Si, par exemple, on a des caillots de sang ou une moule protéique qui est très difficile de retirer du rein en chirurgie percutanée miniaturisée standard. Et la sortie, dernière phase, il est très utile et recommandé de vérifier notre trajet au moment du retrait de l'emplate. Donc, bien entendu, on laisse un guide dans le rein et on retire le néphroscope sous contrôle de la vue pour évaluer l'éventuel saignement du trajet, mais aussi la présence éventuelle d'une plaie digestive. Il y a deux stratégies pour la sortie. Donc, soit on met en place une sonde urétérale pour 24 heures. Au bout de 24 heures, on retire la sonde urétérale. Donc, on a également mis en place une petite néphrostomie. Et après le retrait de la sonde urétérale, on va d'abord clamper la néphrostomie, puis on va retirer la néphrostomie s'il n'y a pas de douleur. La deuxième stratégie, c'est de mettre en place une sonde double J avec ou sans néphrostomie. Et là, vous êtes sûr que le patient peut sortir le lendemain. Parce que s'il n'a pas de fièvre, s'il n'y a pas de complications, eh bien, on peut retirer la néphrostomie sans se poser de questions. Et le patient peut aussitôt sortir. Une solution intermédiaire, c'est l'utilisation de cette sonde double J magnétique. Donc, vous avez un petit aimant au bout de la sonde double J. Et sans cystoscopie, on peut retirer très aisément cette sonde par l'infirmière. Alors maintenant, les indications. Quelles sont les indications, les recommandations? Comme vous pouvez le constater, en fait, ici, vous avez les urétéroscopies flexibles. Ces études, ces chiffres sortent d'une base de données nationale en France. On peut connaître le nombre d'urétéroscopies flexibles de chirurgie percutanée en interrogeant cette base sur Internet. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2010, le nombre d'urétéroscopies flexibles, ici en violet et en bleu, augmente de manière exponentielle, alors que le nombre de NLPC reste beaucoup plus
par rapport à l'urétéroscopie flexible. Et en fait, l'augmentation des nombres d'urétéroscopie flexible se fait principalement au détriment de la lithotripsie extracorporelle. On a diminué le nombre de lithotripsie extracorporelle entre 2015 et 2023 d'à peu près la moitié. Mais si on regarde de plus près le nombre de chirurgies percutanées, vous pouvez constater que le nombre de chirurgies percutanées réalisées pour calcul coralliforme ne s'est quasiment pas modifié. Donc, on est parti de 872 en 2007 et on est à 782 en 2023. Ce qui s'est effondré, c'est le nombre de chirurgies percutanées pour calcul unique. Et pour les calculs multiples, ça se maintient également presque comme pour les coralliformes. Alors, quelles sont les recommandations? Selon l'Association européenne d'urologie, quand un calcul fait plus de 20 mm, eh bien, il faut faire une chirurgie percutanée. Donc, c'est même pas un sujet de discussion, c'est quasiment une obligation. Mais alors, il faut interpréter ces recommandations intelligemment, parce que que veut dire 2 cm? Si votre calcul est complètement sphérique, régulier, eh ben, le volume, dans cet exemple de calcul de 2 cm de diamètre, va être de 4188 mm3. Si c'est un ellipsoïde, eh bien, si il fait 2 cm de longueur et 1 cm de largeur et 1 cm de profondeur, eh ben, on passe à 1047 mm3, ce qui est à peu près le quart. Donc, bien entendu, même en urétéroscopie flexible, un calcul de 2 cm, s'il n'est pas très épais, s'il est plutôt long, eh bien, on peut s'attaquer à un calcul de 2 cm sans problème. Donc, quel est le rôle de la chirurgie percutanée vis-à-vis de la chirurgie percutanée standard? Donc, quel est le rôle de la mini-perc vis-à-vis de la chirurgie percutanée standard et versus l'urétéroscopie flexible? Donc, on va comparer ces différentes méthodes en termes d'efficacité et de morbidité. En NLPC standard, on utilise en général les ultrasons pour fragmenter le calcul et on constate qu'effectivement, si on utilise le laser à haute puissance, on est à 148 minutes versus 130 minutes en cas d'utilisation de l'ultrason. La différence est statistiquement significative, mais en fait, cette différence n'est que de 14%. Et en fait dans une chirurgie percutanée, ce qui consomme beaucoup de temps opératoire, c'est le positionnement du patient, la ponction et la dilatation. Et ça, c'est identique que ce soit une chirurgie percutanée standard ou la mini-perc. Donc, cette différence n'est pas très intéressante en termes de pratique clinique. Là, on a parlé je vous ai déjà montré ce schéma où on montre qu'en fait, il y a beaucoup moins de saignements si on miniaturise notre instrument. Et on a également évoqué le nombre augmenté de la possibilité de tubeless en cas de mini-perc versus percutanée standard. Maintenant, on va comparer la mini-perc versus l'urétéroscopie flexible. Donc, l'urétéroscopie flexible, l'énorme avantage, c'est qu'on peut avoir accès à tous les calices du rein, à l'ensemble des cavités. C'est très facile en cas de calice supérieur. En calice moyen, c'est également très facile. Le calice inférieur, c'est un petit peu plus délicat. Et vous savez que de nombreux urologues proposent et préfèrent déplacer le calcul, donc saisir le calcul avec une dormia et le déplacer dans le bassinet ou dans le calice supérieur avant de fragmenter. Donc c'est un petit peu l'accès au calice inférieur en urétéroscopie flexible est un petit peu plus délicat. En chirurgie percutanée, le petit inconvénient, c'est que l'instrument est rigide. Donc, la ponction du calice supérieur
peut être dangereux compte tenu de la vascularisation du rein, mais aussi en raison de la proximité de la plèvre et des organes digestifs. Là, vous avez l'exemple d'une plaie du foie. Le calice moyen, si on fragmente le calcul, eh bien, quelques fragments peuvent migrer dans le calice inférieur et devenir inaccessibles. Et en fait, le calice inférieur, c'est le site optimal de la ponction en chirurgie percutanée. Et donc là, vous pouvez constater que ce qui est difficile en chirurgie, en urétéroscopie flexible, est facile en percutanée. Et ce qui est délicat en chirurgie percutanée, c'est beaucoup plus facile en urétéroscopie flexible. Donc ces deux méthodes, il ne faut surtout pas les opposer. Ils sont parfaitement complémentaires et le mieux, c'est de maîtriser les deux méthodes et de choisir toujours ce qu'il y a de mieux pour le patient et ce qui est le plus adapté à la situation clinique. Donc, comparons maintenant l'efficacité et la morbidité. Donc, l'efficacité en termes de fragmentation, de vitesse de fragmentation, de durée opératoire, durée de séjour et le nombre de séances. La vitesse de fragmentation, quand j'étais à Créteil, nous avons fait une étude pour la chirurgie percutanée miniaturisée qui a été publiée dans Progrès en urologie. Et j'ai trouvé également deux articles qui comparent, qui déterminent, qui étudient la vitesse de fragmentation en urétéroscopie flexible. Et si on résume les données de ces études, eh bien, on constate ce qui est en bleu, c'est la chirurgie percutanée miniaturisée. Eh bien, on voit que la vitesse de fragmentation est toujours, dans toutes les études, est nettement supérieure à la vitesse de fragmentation qu'on peut obtenir avec l'urétéroscope flexible, même si on utilise le laser thulium fibré. Une autre étude intéressante avec comme objectif de déterminer s'il y a un seuil au-delà duquel l'urétéroscopie flexible est beaucoup moins rentable. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la vitesse de fragmentation, enfin, l'efficacité de la fragmentation suit une régression non linéaire. Et ils ont constaté qu'en urétéroscopie flexible, l'efficacité maximale est à 19,1 mm de diamètre, alors qu'en mini-perc, l'efficacité maximale est à 35 mm. Est-ce qu'on peut prévoir le nombre de séances nécessaires? Parce que comme on a vu, donc, bien entendu, on peut traiter des calculs de plus de 2 cm en urétéroscopie flexible. Seulement, il existe un risque d'être obligé de remettre le même malade plusieurs fois au bloc opératoire. Donc, est-ce qu'on peut prévoir le nombre d'interventions en urétéroscopie flexible? Donc, cette étude espagnole montre que la taille moyenne des calculs, s'il y a une seule séance, est de 18 mm et la taille moyenne est de 26 mm s'il y a deux ou plus de séances. Et la valeur seuil est à 21 mm. Alors, c'est intéressant parce que ça coïncide exactement avec ce qui est dit dans les recommandations. Donc, cette étude trouve également que si le calcul fait entre 25 et 30 mm, un tiers de patients ont une deuxième séance. Et si le calcul fait entre 30 et 35 mm, eh ben, quasiment la moitié des patients auront au moins deux séances. Et le risque de retraitement est multiplié par 1,14 pour chaque millimètre supplémentaire. Donc, le petit inconvénient de l'urétéroscopie flexible, c'est le retraitement, alors qu'en chirurgie percutanée, on arrive à traiter le calcul en général en une seule séance. Passons maintenant à la morbidité. La morbidité est liée d'une part à l'irrigation et à l'hyperpression, et d'autre part,
la morbidité est liée à l'accès, qui est percutané transparent schimateuse en cas de chirurgie percutanée, et urétérale, transurétérale en cas d'urétéroscopie flexible. On va parler d'abord du liquide d'irrigation. Depuis 1924, on sait qu'il y a un risque de septicémie, un risque de reflux pyélo-veineux si la pression intrarénale dépasse 40 cm d'eau. Vous voyez qu'en urétéroscopie flexible, on est obligé d'utiliser des dispositifs d'irrigation, d'utiliser donc pas mal de pression, surtout si on met une fibre laser dans l'urétéroscope. Vous voyez que le débit d'irrigation diminue dès qu'on met une fibre d'irrigation, dans le canal opératoire de l'urétéroscope flexible. Il y a une étude de Palle Auster, un urologue danois, qui montre que pendant une urétéroscopie flexible, avec l'utilisation de ces petites pompes manuelles, on peut obtenir des pressions allant jusqu'à 446 cm d'eau en utilisant ces pompes manuelles. Donc c'est énorme. Ça veut dire que c'est 4 mètres de pression d'eau dans le rein. Vous voyez la courbe ici, il y a des pics de pression qui sont très importants pendant cette irrigation forcée. Alors qu'en chirurgie percutanée miniaturisée, on n'a pas du tout ce problème parce que la différence de diamètre entre l'emplace et le néphroscope est tellement important qu'en fait, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'augmentation de pression. Là, c'est une étude que nous avons réalisée à Créteil. Ça, c'est le maximum de pression. Et en fait, c'est un artefact. Mais ici, vous voyez la pression réelle. On est entre 15 et 25 cm d'eau tout au long de l'intervention. Donc, il n'y a pas d'hyperpression. Morbidité liée à l'accès. Comme je vous ai dit, en cas d'urétéroscopie, on passe par l'urtère. Donc, on peut, en dilatant l'urtère, on peut entraîner des lésions de la muqueuse et même du muscle urétéral. Tandis qu'en chirurgie percutanée, notre trajet se fait à travers le parenchyme. Donc, c'est un tissu qui est fortement vascularisé. Donc, le risque est le risque de saignement. Donc, pour éviter les complications un petit peu hémorragiques dans la chirurgie percutanée, la ponction la plus sûre, c'est en passant par le calice inférieur, compte tenu de la vascularisation du rein. En urétéroscopie flexible, Olivier Traxer a réalisé une classification passant de 0 à 3. Donc 0, il n'y a aucune lésion. Grade 1, c'est uniquement la muqueuse urétérale qui s'est déchirée. Là, grade 2, c'est que le muscle s'est également déchiré. Et grade 3, c'est que il y a quasiment une perforation urétérale. Là, vous voyez un exemple c'est juste une lésion grade 1, donc il n'y a que la muqueuse qui a subi un déchirement. Et dans son étude, qui date quand même de 2010, donc ce n'est pas une étude récente, il n'y avait que la moitié des patients qui n'avaient aucune lésion urétérale. Alors, il faut quand même dire que cette étude a été réalisée avec des gains d'accès de 12-14, alors que maintenant on utilise plutôt des gains d'accès 10-12. Donc très certainement, le nombre de lésions urétérales a significativement diminué, mais ce n'est quand même pas inexistant. Donc, comment on va traiter ces lésions? Eh bien, on va mettre en place une sonde double J et la durée du drainage va dépendre de la sévérité des lésions, passant de 2 jours à 1 mois. Là, c'est une classification internationale, c'est à peu près la même chose que la classification que je vous ai montrée au début. Maintenant, les complications de l'ANRPC. Il y a 3 aspects. D'abord, il faut tout faire pour prévenir les complications.
Après, ben, tout le monde a des complications, hein, donc quand on a des complications, déjà, il faut les reconnaître. Et si on les a reconnues, il faut les traiter. Alors, pour prévenir, la première étape, c'est d'apprendre. Et pour la chirurgie percutanée, ben, il paraît, selon une étude qui est parue dans European Urology, il faut avoir réalisé à peu près 100 chirurgies percutanées pour devenir vraiment un expert. Il faut 40 à 60 interventions pour être à peu près à l'aise. Ça, c'est un bon début, mais pour être vraiment un expert, il faut avoir réalisé 100 chirurgies percutanées. Donc là, c'est quand même assez compliqué parce que les gros calculs, ben, il y en a de moins en moins parce qu'on les découvre de plus en plus précocement avec l'échographie. Dès qu'un patient a des douleurs abdominales, on lui fait une échographie et très souvent, on découvre même des calculs fortuitement sans que le patient soit symptomatique. Quel est le nombre optimal d'interventions par année dans un centre pour être le plus efficace possible? Vous voyez qu'il faut faire à peu près 120 patients dans un centre pour optimiser le nombre de 100 fragments résiduels. Là, c'est pareil, à peu près 120 patients pour diminuer la probabilité des complications, 120 patients pour diminuer également la gravité des complications et la durée d'hospitalisation, eh ben, quand on fait une bonne centaine d'interventions, les résultats sont meilleurs également en termes de durée d'hospitalisation. Quelles sont les complications les plus fréquentes? La fièvre et la complication la plus dangereuse, c'est l'urosepsis qui peut même être mortelle. En fait, on a deux actions invasives liées à l'accès et liées à l'irrigation. On a déjà évoqué dans la comparaison avec l'urethéroscopie flexible. L'hémorragie en chirurgie percutanée, il faut savoir que l'artère rénale se divise en quatre tranches antérieures et une seule tranche postérieure, c'est l'artère rétropiélique. Et entre ces branches antérieures et postérieures, on a ce qu'on appelle la ligne avasculaire de Bredel. Donc c'est là où il faut ponctionner le rein afin d'éviter les petites artères. Et puisqu'il n'y a pas de vaisseau, en fait, il n'y a qu'une seule vaisseau postérieur, c'est le vaisseau rétropiélique. Donc le fait de ponctionner les calices postérieurs a moins de risque de saignement que de ponctionner les calices antérieurs. Les anticoagulants doivent être arrêtés, donc ça aussi c'est une mesure de prévention. On peut réaliser une chirurgie percutanée si le nombre de plaquettes est au-dessus de 60 000 et l'INR doit être inférieur à 1,5. On a déjà évoqué l'importance de la miniaturisation. Donc, si on miniaturise les instruments, ben là aussi, c'est une mesure de prévention des risques hémorragiques. Il faut reconnaître ces saignements. Là, c'est un cas intéressant parce que pendant la ponction, on a percé une veine. Et quand on utilise du liquide d'irrigation, eh bien, le liquide est sous pression, donc ça peut faire disparaître le saignement et la paroi de la veine, la lumière de la veine peut ressembler aux cavités. Donc, je vous remontre ça. Au début, vous allez voir que ici, on est dans une veine. Donc, ça, ce n'est pas les cavités du rein, c'est une veine qui est assez volumineuse et qu'on a ponctionnée. Donc, la solution ici, c'est de se mettre dans les cavités avec le néphroscope et de pousser l'emplate. Donc, de pousser l'emplate et ça arrête immédiatement le saignement. La perforation, oui, alors le traitement des saignements, quand c'est veineux, il suffit de tamponner, on met une grosse néphrostomie en place et on attend quelques jours, ça s'arrête tout seul. Et en cas de saignement artériel, vous avez ici un cas de saignement artériel, eh bien, on va réaliser une embolisation.
Là, on voit l'hématome sous-capsulaire. Donc, solution embolisation. C'est quand même assez rare. Dans notre expérience, on est à peu près à 0,5% d'embolisation. Donc, c'est quand même assez rare. La perforation pyélique, la méthode pour éviter la perforation pyélique, c'est d'essayer de descendre le guide dans dans l'urtère et d'orienter le dilatateur de manière à ne pas être perpendiculaire au bassinet. Une autre solution, c'est en position dorsale, on peut avoir accès à la vessie par voie cystoscopique. Donc, on descend le guide, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite on récupère le guide par en bas. Et donc, le guide passe à travers le patient. Et en tirant sur les deux extrémités, c'est sûr que vous êtes en toute la sécurité. Vous ne pouvez jamais perforer le rein de cette manière. Ici, vous avez un exemple de perforation pyélique. Là, on a vu la jonction pyélo-rétérale et on voit la graisse périrénale. Bien entendu, dans ce cas-là, il faut diminuer la pression d'irrigation et ne pas trop prolonger l'intervention. Il vaut mieux terminer et mettre un drainage. Ça cicatrise très bien. Il faut faire un deuxième temps probablement après avoir attendu que le bassinet se cicatrise. Comment éviter les plaies digestives? Ben, le scanner, la tomodensitométrie abdominopelvienne a un rôle fondamental. Donc, jamais faire de percutané sans scanner. Vous avez deux exemples ici. Un gros calcul pyélique, ça c'est l'ASP, partiellement coralliforme, mais là aussi c'est un calcul partiellement coralliforme. Donc les deux cas se ressemblent en fait, mais si on réalise un scanner, on constate que sur le cas à droite, on a un côlon rétro-rénal. Donc la méfiance, là bien entendu, il vaut mieux faire une rétroscopie flexible, même si ça nécessitera plusieurs séances. On peut très bien voir aussi les intestins sous échographie, donc on peut éviter de ponctionner un intestin. Quels sont les facteurs de risque? Côté gauche, femme maigre, rein mobile, constipation chronique, distension colique, antécédent de chirurgie abdominale, le côlon rétro-rénal, comme ça vient d'être évoqué, la ponction du calice supérieur et le rein en fer à cheval. Est-ce qu'il y a plus de risque de plaie colique en cas de position supine? Eh bien, si vous prenez comme repère anatomique la pointe de la 12e côte, si vous tracez une ligne sur les deux scanners, vous pouvez constater que la distance entre le côlon et la pointe de la 12e côte augmente en cas de position supine. Donc, la position supine n'accentue pas du tout le risque de plaie colique. Comment on reconnaît une plaie colique? En fin d'intervention, par la néphrostomie, on peut injecter du produit de contraste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut aussi vérifier notre trajet de ponction au retrait de l'emplate et du néphroscope. Le traitement, on met des antibiotiques, alimentation parentérale, une sonde urétérale et la réalisation d'une fistule dirigée, éventuellement, en cas extrême, une colostomie. Alors, comment ça marche une fistule dirigée? On met en place une sonde urétérale, on met en place d'abord un guide, ensuite on met en place une sonde urétérale qui peut être une double J ou une mono J, et on retire le drain de néphrostomie dans le côlon. Mais ça, c'est une méthode que tout le monde décrit, mais je pense que le mieux, c'est de faire appel aux chirurgiens digestifs, et c'est à eux de gérer la situation. La ponction du pôle supérieur, c'est dangereux parce que on est à proximité du foie, on est à proximité de la plèvre.
Plaie du foie, le traitement, je vous ai déjà montré ce schéma. Donc, on va drainer. On reconnaît par les douleurs abdominales ou l'uropéritoine. La plèvre, comment on évite une ponction de la plèvre? Eh bien, il y a des techniques de déplacement du rein. Donc, on va réaliser la ponction en deux temps. D'abord, en expiration, on va rentrer l'aiguille dans l'espace rétropéritonéal. Et ensuite, on va demander à l'anesthésiste de faire de l'apnée en inspiration, ce qui va descendre le diaphragme et ça va pousser le rein vers le bas. Ici, vous avez un cas de ponction du calice supérieur, donc un calcul coralliforme. On a fait deux ponctions, calice inférieur et calice supérieur. On a constaté une dyspnée au moment du retrait de la nephrostomie. Vous voyez ici le scanner. Le poumon est complètement rempli de liquide d'irrigation. Donc le mécanisme, c'est qu'au retrait de l'influx, quand la nephrostomie est encore en place, eh bien, il n'y a pas de fuite. Mais quand on retire la nephrostomie, eh bien, par le calice supérieur, par le pli de la plèvre, le liquide, l'urine peut remonter dans le thorax. Le traitement, c'est l'aspiration thoracique, drainage urinaire et kinésie respiratoire. Le rôle du liquide d'irrigation, avant, on utilisait le réchauffeur pour éviter l'hypothermie. Mais maintenant, avec l'utilisation du laser, on évite de réchauffer le liquide parce que déjà le laser, ça réchauffe les cavités. Donc, quels sont les facteurs favorisant l'absorption du liquide? La quantité d'irrigation, la pression d'irrigation, la durée opératoire et la perforation. Donc, on a déjà évoqué la perforation pyalique. Ici, vous avez un cas de perforation pyalique avec l'accumulation de plusieurs litres de liquide. Le reflux pyéloveineux, on a déjà évoqué. Et s'il y a de l'hyperpression, en absence de microbes, ça ne pose pas de problème. Mais enfin, en termes infectieux. Mais il vaut mieux avoir des prélèvements bactériologiques. Malheureusement, le CBE préopératoire est peu fiable. Il est important de prélever les urines pyaliques ou mettre en culture le calcul. Donc malheureusement, malgré la meilleure valeur pronostique de ces deux derniers prélèvements, eh ben, le résultat n'est pas immédiat. Et voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup pour l'attention et place à la discussion. Merci Andras. On est vraiment en retard. On va essayer de prendre une ou deux questions en salle. Donc, qui a eu une question? Micro. Merci. Est-ce que vous prescrivez systématiquement l'exacil en préopératoire? Et concernant les calculs intradiverticulaires, quelle est la technique endo-urologique la plus adaptée? Alors non, je ne prescris pas de traitement complémentaire. Je n'ai pas du tout l'expérience de cela, mais je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le diverticule caliciel. Ben, ça dépend un petit peu de la localisation parce que quand c'est dans le calice supérieur, on peut aborder en urétéroscopie flexible. Ça a été décrit avec une technique en injectant du bleu de méthylène. Si c'est dans un calice inférieur, l'accès en urétéroscopie peut être beaucoup plus difficile. Donc, dans ce cas, je recommande plutôt une technique par ultramini-percutané. L'ultramini-percutané, c'est un emplace de 13 charrières, donc c'est suffisamment petit pour ne pas léser le parenchyme rénal. En général, ces diverticules caliciels sont de petite taille. Et c'est dommage de faire un gros trajet de ponction. Le problème, c'est que bon, il faut vraiment être un grand centre de chirurgie percutanée pour avoir
accès à toute la panoplie de néphroscopes de toutes les tailles.